Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 7e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins. Où l'épisode? Matt Cullen. Oh, et son jeune, qui est d'ailleurs du repêchage de demain. Puis d'abord, il va aller, le petit Wyatt Cullen. Wyatt Cullen. Plusieurs personnes le mettent top 10. Ça dépend, ça va dépendre. J'ai bien hâte de voir. Ben justement, on va en parler du repêchage un peu plus tard. Mais tout d'abord, on jase Coupe du Monde parce que, bon, la phase éliminatoire approche à grands pas. Le Canada qui s'est qualifié, heureusement. Quel soupir de soulagement. Un match contre la Suisse oublié. En tout cas, je vais vous en parler un peu plus tard de ce développement de l'équipe canadienne. Par la suite, on part du côté hockey. Ouais. il y a des choses qui se sont passées dans la ligue. Des échanges, des joueurs américains qui en demandent beaucoup. C'est ça. Aussi, je vais vous parler du repêchage de demain. Pour vous, c'est même le soir même, voire c'est en train de se passer à l'instant où on se parle. Parce qu'il y a des joueurs qui sont certainement surcotés, certainement sous-cotés aussi. Le repêchage, c'est imprévisible. Je vous jase de un joueur de chacun, donc un surcoté et un sous-coté, pour par la suite passer à nos segments sporadiques et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 7e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins. Pour débuter, Phil, tu sais, avide fan de foot, j'ai suivi cette équipe canadienne partout où elle a été durant les derniers jours. 3 matchs du côté du Canada qui ont eu des résultats tous différents. Donc, une défaite, un match nul et une victoire assez écrasante d'ailleurs face au Qatar, qui leur donne une 2e position dans leur groupe. Première position qui appartient à la Suisse avec la victoire contre le Canada hier. Mais je veux commencer du début vite fait parce que ce développement de l'équipe canadienne a été un peu partout. On débute avec un nul contre la Bosnie qui aurait jamais dû être un nul à la base. Ça a été un match qui était largement dominé par une équipe canadienne qui revenait tous de blessures. C'était assez difficile pour la troupe de Jesse Marsh. Des super de grands gaillards. C'est l'équipe la plus grande de la Bosnie de la Coupe du Monde. Puis ils en ont profité là, avec un coup de tête en début de match. Le Canada tranquillement est revenu aussi. L'égalité qui a été faite là, pendant ce match-là un peu plus tard. C'était tellement peu convaincant que ça nous a un peu fait peur, je pense, du côté du Canada, pour ensuite affronter une équipe comme le Qatar que le Canada se devait de battre, bien évidemment, pour non seulement avoir une chance dans le groupe, mais aussi pour démontrer qu'ils sont là, hein, l'équipe canadienne. Je rappelle, c'est une équipe canadienne qui est dans l'absence d'Alphonso Davies. Il y a eu, Jesse Marsh parle, là, mais il n'a pas joué. Hein? Il n'a pas encore joué, l'Alphonso Davies. Ne jouera probablement pas. Un moment donné, un ACL, ça se remplace pas vite. C'est ça comment il a dit ça? Il a dit qu'il je veux même pas... il l'utilisait comme une menace, une espèce d'hameçon. Il l'utilise comme une bait sur le bord du terrain. Ça n'a pas rapport. il est pas menaçant s'il n'est pas sur le terrain. Moi, je me suis fait avoir. J'ai vu qu'il avait fait le commentaire comme quoi Davies allait jouer un rôle face dans le dernier match face à la Suisse. Ah oui. Puis là, j'ai dit, écoute, peut-être qu'il va jouer quelques minutes vers la fin du match. Non. C'était son rôle, c'était d'être debout pendant l'hymne national et de faire peur à l'opposition, apparemment. Les gens se sont emballés aussi sur cette nouvelle-là parce que j'ai vu, je pense que c'est Sid Seixeiro qui a une émission sur Sportsnet, devrait plus avoir d'émission à partir d'aujourd'hui non plus parce que, mon Dieu, qu'il fait... Le gars, simplement, a mentionné l'idée que Jesse Marsh a dit ça, puis on met pas Alphonso Davies, puis c'est ça qui coûte le match. Ça n'a pas rapport. Alphonso Davies est un c'est un latéral gauche, Alphonso Davies. Hein? Est-ce que c'est le gars de Tim Sid anciennement? Ou c'est probablement ça. Okay. Oui, il ressemble au gars de Tim Sid. Comme Monsieur Chauve avec des lunettes. C'est l'autre, sûrement. Ah, c'est l'autre. Okay. Parce qu'il n'est pas chauve, il n'a pas de lunettes. Mais il anime une émission du matin sportive à Sportsnet, puis il commence à faire aucun bon sens. Il parle comme ça, prend une longue pause, puis après ça, il continue. L'idée, c'est qu'il est en train de dénigrer, genre envoyer au vidange Jesse Marsh, Alphonso Davies. Alphonso Davies ne va pas te marquer des buts. C'est ça. C'est l'autre. Alphonso Davies ne va pas te marquer des buts. Il va certainement aider avec le dynamisme de l'équipe. Mais il va pas. C'est pas un but, genre. Tu vas pas envoyer Alphonso Davies puis t'as un but, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si seulement. Mais c'est pas ça qui est arrivé contre la Suisse. En cas de pénalité, c'est pas lui-même, non? Alphonso? Qui y va en général. Ben, en cas de pénalité, c'est quelque chose parce qu'il faudrait que tu mettes Alphonso à la 119 ou à la 120e minute parce que
les joueurs qui sont sur le terrain ont le droit. Excuse. Non, mais comme en cas de faute. Là, s'il n'est pas sur le terrain, il ne peut pas embarquer. Oui, mais comme s'il était là, est-ce que ce serait lui? Non. Non. Ce serait Jonathan David. Ce serait Jonathan David de toute façon. David qui a bien joué contre la Suisse, a eu une excellente chance de son pied gauche en fin de match. N'a pas pu concrétiser malheureusement, mais c'est un effort, un bon effort contre une équipe comme la Suisse. Là, la Suisse, c'est certainement pas une équipe à sous-estimer dans ce tournoi-là, je vous le rappelle. C'est une bonne formation, c'est juste une équipe jeune qui a fait des erreurs, puis le Canada n'a pas pu prendre l'initiative. L'affaire avec le Canada, c'est qu'il aussi il manque Ismaël Koné présentement. C'est blessé à long terme contre le Qatar, faut pas l'oublier. C'est le deuxième meilleur joueur de l'équipe canadienne, donc le numéro 1 et le numéro 2 ne sont plus là. C'est difficile. Et Moïse Bombito. Et Moïse Bombito. Peut-être le troisième. Ici, il est pas loin. Ouais, il est pas loin. T'as de très bons gars. T'es Jean Buchanan aussi, là, fait partie de tout ça. Puis lui, malheureusement, n'a pas été un facteur lors du match d'hier, mais bon. Tout ça pour dire que c'est quand même quelque chose que le Canada sera en phase éliminatoire. Puis le Canada va affronter l'Afrique du Sud. Genre, c'est pas un affrontement qui devrait être si difficile. C'est une bonne équipe, mais c'est une équipe qui a juste causé la surprise, qui a marqué que 2 buts en 3 matchs et a profité de cette unique chance-là qu'elle a eue contre la Corée du Sud. Sinon, s'est fait malmener contre le Mexique et a fait match nul contre une équipe de la Tchéquie qui devient de plus en plus vieille et pas nécessairement bonne. Fait que si tu me demandes aujourd'hui, Phil, est-ce que je suis content d'affronter l'Afrique du Sud? Absolument. Parce qu'en plus de ça donne une chance de rejouer contre le Maroc, que je vous le rappelle, a joué contre le Canada en 2022. Ça a été une victoire marocaine aussi. Maroc qui devient des puissances côté foot aussi dans le monde. Ce sera vraiment cool de revoir cet affrontement-là. Mais moi, je suis vraiment content. Puis j'ai vraiment hâte de voir cet affrontement-là contre l'Afrique du Sud. Ça n'a pas été de tout repos pour le Maroc face à l'Haïti quand même. Non, c'est ça. Victoire, in extremis. Trop de buts marqués dans ce match-là. On en donnait beaucoup à l'Haïti. Puis bon, tu me l'as montré tantôt, là, quelle frappe incroyable, tout juste en dehors de la surface de réparation. Je veux dire, ce ballon-là, s'il n'y avait pas de filet, allait directement dans les partisans. Puis peut-être même aurait défoncé un siège dans son passage. C'était à quel point cette balle flottait. Mais non, je voulais parler un peu de la Coupe du Monde, là, vite fait en début d'émission, parce que je trouve que c'est important. Puis tu l'as ramené hier aussi. Il faut. C'est une coupe qui arrive à chaque 4 ans. Il faut au moins parler de notre formation canadienne. Ce match contre l'Afrique du Sud sera dans le haut de tableau aussi. Ça se passe sous peu. Bon, quelques matchs là, qui restent à cette phase non éliminatoire, juste régulière de la Coupe du Monde. Mais une Coupe du Monde qui certainement là fait soulever des sourcils. Plusieurs matchs nuls assez bizarres. Plusieurs affrontements qui devraient être gagnés, qui ne sont pas gagnés, plusieurs formations qui s'y donnent un peu. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire qui fait super bien présentement. Ces équipes africaines-là qui sont vraiment venues pour jouer cette année côté Coupe du Monde, sauf le Cameroun. C'est jamais arrivé une équipe africaine qui remporte la Coupe du Monde. Donc, écoute, peut-être cette année, peut-on dire, ce serait l'occasion. Ça serait l'occasion. Il y a des équipes qui pourraient le faire. Puis, il y a des grandes formations comme l'Allemagne, ça joue pas très bien présentement. La France joue bien. Le Brésil est vraiment, vraiment pas cute à regarder. Le Portugal s'est réveillé, mais c'est contre des formations comme l'Ouzbékistan. Est-ce que je care vraiment de ça? Penses-tu que le retour de Neymar, ça peut... Non, on l'a vu, ça n'a pas fait grand-chose. On l'a vu, Neymar. C'est pas lui qui mène la charge. Vinicius, c'est probablement le meilleur joueur de la Coupe du Monde au moment où on se parle. Messi est certainement là aussi. Il a marqué tous les buts de son équipe. Il a 38 ans. Ça fait aucun sens. Mais écoute, je me dis que c'est peut-être comme des équipes comme ça. Des fois, ça peut être un cas de... Tu sais, c'est une équipe qui va coaster un peu comme dans la phase des poules. Puis après ça, il va avoir un réveil durant la phase éliminatoire. Je me dis c'est peut-être ce genre de situation-là aussi. Mais tu veux pas laisser ça non plus. Tu veux pas laisser comme le laxisme trop s'établir au sein de la formation parce que là, à un moment donné, ça peut devenir difficile de sortir un peu de cette
cette léthargie. Faut un rythme, tu sais. Oui. Tu joues au grand maximum, tu vas jouer 7 matchs. Fait que, tu sais, 7 matchs, puis en passant, la Coupe du Monde a été étendue cette année. Fait que tu as un match par semaine. Un match par semaine, c'est une semaine en club. Tu sais, c'est comme cette même horaire-là que tu gardes en club. Vous avez un match par semaine. Je me dis, faudrait. Si c'est ça la théorie, puis c'est de même qu'eux vont fonctionner, ben, je pense pas qu'ils vont se rendre très loin. Hein. Mais présentement, là, les favoris seraient probablement la France. Je pense qu'ils ont démontré de très belles choses, notamment. Dans leur pool. Je voulais te parler de ça aussi. Il y a ces équipes-là qu'on dit un peu qui jouent de l'anti-football. J'ai entendu ce terme-là ce terme-là un peu. L'idée de mettre 7 gars devant le filet puis d'essayer de te défendre à tout prix puis de simplement faire des compromis, faire des concessions à l'adversaire, mais juste essayer de bloquer carrément le devant du filet avec une muraille. Comme... Est-ce que tu penses que c'est justifié, ce genre de comportement-là? Parce que ça marche. Non, mais il y a certaines équipes pour qui, comme, tu sais, si on regarde objectivement sur papier, la disparité est tellement énorme avec leur adversaire qu'à un moment donné, si tu t'en remets un peu à une stratégie comme ça, c'est valide. La RDC l'a fait, le Congo l'a fait. C'est une équipe qui avait peut-être 100 passes dans le match en passant une bonne moyenne d'environ à 450 passes dans un match. C'est des possessions de 20%. Là, oui, non, mais à peine qu'ils avaient le ballon, t'avais 4 Congolais qui couraient le long de la ligne, puis t'avais 3 défenseurs adverses. C'est puissant. T'es en train de m'écrire quoi? Oui, le Ghana, mais c'est les formations africaines, là, ils font ça. C'est des formations qui font ça. Des joueurs qui sont excessivement rapides et dynamiques, puis ils sont conscients de l'idée que le style européen n'est pas le style africain aussi. En Afrique, si tu joues pas à 4-3-3, c'est fini, bro. T'as pas de chance. T'as des gars qui sont tellement rapides qu'ils vont courir le long de la ligne, envoyer des ballons derrière la défense. Puis c'est ça qu'on a vu durant quelques matchs. Je pense justement à cet affrontement-là, RDC, je pense que c'était Angleterre. C'était pas Angleterre, c'est qui encore? Une équipe largement supérieure. Puis à chaque fois que t'avais le ballon, tu l'envoies loin. Puis t'avais des gars qui t'attendent là. Puis la rapidité est intense sur les ailes. Est-ce que t'es d'avis que ça ruine le jeu puis c'est pas le fun à regarder comme les Highlanders au hockey, mettons? Okay, non. Mais... Non, ça ruine rien. C'est un style de jeu. J'ai eu cet argument-là avec un ami justement qui disait que c'était plate à regarder puis ça ruinait le football. Mais je suis comme... Pour moi, c'est une stratégie. Comme si tu veux jouer cette game-là... C'est une équipe de transition. Tu peux la jouer puis en même temps... Tu vas quand même avoir ton appétit pour l'attaque qui va être assouvi parce que ça va être unilatéral, mais il va quand même avoir des chances de marquer en grand nombre. Mais moi, je pense que c'est une stratégie qui est valide. Moi, je trouve ça formidable. Parce que pense-y, est-ce que tu préfères regarder un match, je pense, Espagne-Angleterre, où tu as peut-être 500-600 passes par équipe, mais il n'y a pas personne qui avance un peu plus loin dans leur demi de terrain. C'est excessivement plate à regarder. Mais ça fonctionne pour plusieurs équipes, ce travail de possession, puis tenter de trouver une brèche, sinon tu reviens. Mais la créativité et la rapidité de ces nations africaines-là, notamment, c'est du pur génie, puis j'adore ça parce que ça l'ajoute un peu de piquant genre dans ton match. Je trouve ça cool. Ça fonctionne aussi. Je suis content. Je trouve ça le fun de voir des équipes bien établies, des équipes qui appartiennent à l'élite du sport, avoir à travailler pour aller chercher leur but et leur victoire. Ça instaure une certaine parité dans le sport. Puis je trouve que c'est cool. C'est des tactiques. Puis quand tu es capable de choisir la bonne tactique, souvent, ça va faire en sorte qu'une équipe plus forte va peut-être un peu plus faible. C'est comme ton bon vieux Moonballer au tennis. Oh non! Faut que tu le battes. Faut que tu le battes. Il est gosse. Ça doit être gosse. J'ai jamais joué contre toi. J'ai jamais joué au tennis autant que toi, mais ça doit être... Je pourrais t'en parler. On essaiera. Mais c'est ça que j'avais à dire par rapport à la Coupe du Monde, parce qu'il faut passer à ce segment mise en échec, Phil. T'as une opinion assez forte par rapport à ce qui se passe présentement dans le monde hockey. Fait que je vais te laisser entamer les choses là, brièvement. Plusieurs échanges. On dirait qu'on est à la date limite des transactions présentement dans la Ligue. C'est des échanges qui vont inclure des joueurs de renom, notamment Brady Tkachuk, Boone Byram, Jordan Kyrou a été échangé, Alex Stock a été échangé aussi. Mais parle-nous justement de cet échange-là, Brady Tkachuk, Phil, parce qu'on s'en a parlé beaucoup en ronde. C'est
plus de rage que d'autres choses. Mais c'est l'intention derrière. Puis la même chose aussi avec Dylan Larkin. Ces joueurs américains-là ont gagné l'or olympique et on dirait que tout d'un coup, ça veut juste gagner. Parle-moi un peu de cette dynamique-là aussi. Ouais. Tu l'as dit. En fait, comme la victoire de l'or olympique pour les Américains, c'était le début de la fin. On était dans un moment de profond chagrin à ce moment-là, mais on réalisait pas à quel point notre univers venait d'être chamboulé. Le fait que ces gars-là ont gagné. Je peux peut-être exclure Quinn Hughes de l'équation parce que lui, c'était avant, n'est-ce pas, qu'il s'est fait. Oui. Il était déjà. Fait que ça en fait deux au moins. Là, ça fait Larkin et puis Tkachuk. Là, puis qui sait les autres qui viendront là aussi, qui vont demander des échanges. Il y en a qui sont déjà contents anyway. Là, Brock Nelson au Colorado, je pense mon Dieu. Il se plaint pas trop. Ils ont goûté à la victoire. Puis, depuis, ils croient que ça fait partie de leur ADN, que ça leur est dû, qu'ils ont littéralement un privilège. La victoire, là, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se mérite. C'est un processus. Puis souvent, c'est de longue haleine, c'est de longue durée. Il faut que tu manges tes croûtes. Faut que tu roules ta bosse dans la ligue. Puis il y a des joueurs, parlez-en à Ovechkin, il a attendu longtemps, Ovechkin, avec les Caps. Là, Connor McDavid. Quand même 12 ans. Connor McDavid, c'est toujours pas arrivé. Mais, tu sais, est-ce qu'on plie les bagages au moindre défi qui se présente? Non, tu sais, surtout pas dans ton prime. Really? Tkachuk avait quoi, 27 ans? Il y a même pas, ouais. Il est tellement 27, jeune. Je pense qu'il a 27 ans. C'est un joueur qui est dans son prime. C'est le capitaine du navire qui abandonne son bateau. Il a 26. Là. Il va avoir 27. 26. Il largue tous ses coéquipiers à Ottawa. Sans oublier l'idée qu'il a dit ouvertement qu'il n'aimait pas être là. Personne dans ce vestiaire-là a même émis l'idée que quel dommage, Brady n'est plus là. Clairement, c'était toxique là-bas. Oui, non, c'est ce qui s'est passé. Apparemment que lorsque les rumeurs de l'échange se sont mis à circuler, il n'y a personne qui est venu défendre le capitaine. Ça, c'est malheureux dans un sens. Je pense que c'est un fier Américain, Brady Tkachuk, qui n'était pas nécessairement bien dans un marché canadien. Mais regarde, si tu savais que ça n'allait pas marcher à Ottawa, tu aurais pu le dire avant. McGroarty, par exemple, là, qui est venu à Pittsburgh, il n'a pas eu peur de le dire qu'il ne voulait pas jouer à Winnipeg. Il ne voulait pas jouer à Winnipeg. C'est un Américain, il voulait jouer aux États-Unis. Il s'est envenu à Pittsburgh. Mais de rester dans ce climat-là aussi longtemps, puis là, finalement, à un moment donné, on se dit non, regarde, ça me tente plus. Je trouve ça, en tout cas, je trouve ça bizarre. Puis, non seulement ça, mais après ça, c'est la démarche même de la transaction qui est étrange. Parce que, puis qui est juste, ça s'est pas fait de façon naturelle. On dirait que la main est un peu forcée. Puis il y a un problème présentement dans la LNH au niveau de l'équilibre du pouvoir. Carrément, les directeurs généraux, les GM, ils ont presque plus leur mot à dire, alors que c'est eux, finalement, qui devraient être au sommet de l'échelle. Avoir le dernier mot. Oui, qui devrait être au sommet de l'échelle, qui devrait mener ces opérations-là. Puis, on en est à un point où les joueurs abusent un peu des règles. Puis, ils se croient tout permis. C'est ce qui s'est passé avec Tkachuk. Moi, j'ai pas de problème avec... j'ai moins de problèmes avec l'échange de Tkachuk si c'est un processus qui est démocratique. La façon que ça devrait se passer, c'est qu'un GM, il va aller évaluer ses options, il va regarder autour de la ligue, puis il va te revenir avec, par exemple, je sais pas, disons que le Mammouth, ils m'ont donné un bon deal. Puis après ça, il va regarder aussi, tiens, les Devils, ils m'ont donné un bon deal.
Puis après ça, il revient à son joueur avec une liste d'équipes qui paraissent comme des destinations qui serait un bon deal pour l'équipe, un bon deal pour le joueur aussi. Parce que oui, c'est important que le joueur arrive dans un environnement où il peut évoluer puis prospérer. Mais c'est ça, il faut que ce soit une situation gagnant-gagnant. Il faut que toutes les parties soient impliquées. Puis, bizarrement, maintenant, les joueurs ont juste trop de contrôle. Ce qui s'est passé aussi, c'est que à la base, on avait cette règle-là, ce principe-là, dans la LNH qui s'appelle la clause de non-échange, No Movement Clause. Puis, il y a plusieurs joueurs qui en ont. Puis, l'idée de ça, c'est simplement de protéger le joueur parce que, tu sais, quand tu t'établis dans une ville, tu établis aussi ta famille, tu t'enracines là-bas. Puis, oui, il y a des joueurs qui disent « OK, moi, je tiens à me procurer une certaine stabilité dans ma vie professionnelle. Fait que je vais mettre une clause de non-échange à mon contrat. » Le but de la clause de non-échange, c'est pas de revirer ça contre ton GM puis de dire comme, garde, moi, je veux juste aller là, puis c'est toutes des équipes qui sont aspirantes à la coupe. C'est comme, ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens dans ma tête. Puis on l'a vu, là, Tkachuk puis Larkin, c'était la même maudite liste. Les deux listes. Les deux, même maudite liste. Comme, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Il devrait avoir plus de libre arbitre là-dedans. Les GM, ils ont le droit de choper un peu puis de voir c'est quoi leurs meilleures options. La ligue doit rester une ligue où il y a un certain facteur de hasard. Comme, tu sais, l'idée d'un jeu vidéo NHL où ce que tu simules le parcours d'un joueur, c'est un peu ça que ça devrait être dans la vraie vie aussi. Comme, il devrait avoir un certain aléatoire là-dedans. Comme, c'est devenu des joueurs qui se prennent pour des dictateurs. Puis, en plus, sont déjà haïssables de base. Là. Non, mais c'est des Américains pourris gâtés. Là. Tkachuk, puis l'autre, là, face de navet. Larkin. Attends, je vais aller... Anyway, je suis pas content. Je pense que c'est une des plus. C'est ça pour dire pas content. Je pense que c'est une des plus grosses rants que j'ai fait depuis un moment au podcast, mais ça avait besoin d'être dit. Comme c'est. Je veux dire. Non, je suis d'accord. Je pense que selon ce que je vois, là, c'est qu'ici, parce que t'as tellement raison avec l'idée que. Ce truc-là de non-échange, ça n'a pas rapport parce que c'est le joueur qui va décider s'il veut être échangé, même après avoir demandé un échange. Ce qui est tellement ironique et stupide. Moi, je dis, si le joueur demande un échange, cette clause-là de non-échange s'en va directement. Fait qu'il faut que ce soit dans le contrat que quand un joueur demande un échange, il n'y a plus de question d'un contrat qui est comme ça. Tu as un contrat complètement libre. Et là, à partir de là, tu auras ton GM qui sera capable de t'envoyer une équipe selon son retour puis ce qu'il voit comme valeur de retour pour ce joueur-là. C'est là où ça devient tellement juste une démocratie ou genre même c'est tellement rendu politique dans cette idée-là parce que là en plus on n'a même pas mentionné Connor Hellebuyck. Là, c'est une autocratie. Sure. Mais dans l'idée où même là, Connor Hellebuyck le fait, puis on veut pas être comme ça, on veut pas comparer des Canadiens et des Américains, mais c'est juste les Américains qui le font. T'sais, là, ça va devenir un stéréotype, tout le monde donne les mêmes équipes. Pourquoi? Parce que tout le monde veut gagner la coupe. Il n'y a plus personne qui a de l'intégrité dans cette ligue-là. Il faut faire quelque chose. Voilà, c'est dit. Ce sera assez intéressant aussi de voir les Panthers parce que là, vu que c'est fait, Brady Tkachuk est maintenant un membre d'une équipe qui a gagné une équipe. C'est stupide. Comme ça fait aucun sens. Là, cette équipe-là a 7 millions pour signer un gardien. Puis l'équipe est la même avec Brady Tkachuk, l'équipe qui a gagné 2 fois la Coupe avant de voir ses meilleurs joueurs blessés cette année ne pas faire des séries. Je m'attends à ce qu'il gagne la Coupe l'an prochain. Ça, c'est sans équivoque. C'est une équipe qui est bâtie pour ça, puis c'est dans une division qui est déjà stackée. J'ai pas hâte. Ça va être l'enfer. Les Panthers, jadis, c'était... Tellement une équipe fière et fiable. Oui,
plaisante. Oui, c'est ça. Ils sont où les bons vieux Panthers? Il est où Luongo? Ouais, il est où Weiss? Il est où Stephen Weiss? Donne-moi Nathan Horton, man. Donne-moi Brian Campbell. Ils sont partis où, ces gars-là? Donne-moi David Booth. Il est où David Booth? Oui, quand j'en ai besoin. Ramenez-moi tout le monde. Ramenez-nous à cette belle vieille époque. Moi, Thomas Vokoun, Jay Boomister. Toute la gang. Seigneur. Ramenez-moi cette era-là, pas ces gars-là. Capitaine... Sam Bennett est au centre des deux ketchup. Capitaine Willie Mitchell. Où est passé cette époque? Man. Mais même après ça, la saga des Panthers, c'était devenu OK, où est-ce que Sacha Barkov peut amener cette équipe? Puis ça, c'était le fun à regarder. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Sacha Barkov. Je vais toujours être un fan de ce joueur-là. Parce qu'il y a eu des erreurs, Sacha Barkov. Oui. Il a été repêché 3e. Tout le monde était comme pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu repêches pas tel autre joueur? Il y avait un joueur qui était comparatif, qu'on avait comparé à Barkov puis qu'on aimait plus. Là, je me souviens plus c'est qui. Tu as eu l'era avec Huberdeau qui a duré quelques saisons. Puis là, il échange Ketchuk. Et là, tout d'un coup, tout le monde explose et devient un joueur élite dans cette ligue. Mais ils sont devenus tellement haïssables. Comme avant, oui, mais lui, il était là. Lui, a tout le temps été là. Puis le pire, c'est que c'est le capitaine de cette équipe-là. Puis il est entouré de losers, man. Il est entouré de... Tu sais, je respecte énormément Gustav Forsling aussi. Je veux dire ça. Quelque part, moi, je ne peux pas m'imaginer qu'un gars comme Barkov s'entend bien avec comme un je pense pas qu'il parle. Par exemple. Comme lui, je pense qu'il est juste là pour faire sa job. Vraiment. Puis ouais, certainement qu'il est content de gagner des coupes, mais ça doit être une drôle de dynamique. J'aimerais voir ça. Imagine si c'est vraiment comme un vilain, puis on le sait pas, puis on est en train de dire qu'il est vraiment bon. Pis ça, en tout cas. Mais ça, c'est certainement un échange que je ne vais pas aimer l'an prochain, parce que les Panthers, évidemment, sont dans l'Atlantique, et tout comme le Canadien. Et ça, on n'aime pas voir ça. Mais une équipe qui s'améliore dans la métro, Phil, c'est les Caps. On va en parler brièvement. L'acquisition de Jordan Kyrou. Très actif et de très bonnes transactions. Oui, on a eu Kyrou du côté des Caps, échangé pour Connor McMichael. Je pense que c'était le 16e choix au repêchage, je ne me trompe pas. Je sais pas si ce deal-là est en gagnant. Tu penses pas? Comme McMichael est bon. Il est certainement bon. Il est très bon. Mais tu veux un allié élite, et je pense que tu l'as eu. McMichael, c'est plus un centre, ce que les Blues avaient besoin. Cet échange-là, c'est un gagnant-gagnant. Puis là, les Blues vont avoir le 16 et le 15 qui peuvent échanger pour peut-être monter aussi. Mais en plus de McMichael, on a donné quand même un prospect de premier plan. Premier plan, c'est milieu de première ronde. C'est un très bon pick. Ouais, c'est un très bon choix. Mais je pense qu'il fallait donner ça pour avoir quelqu'un comme Jordan Kyrou qui est capable. Oui, ce marché ici fait aucun sens. Il faut surpayer sur à peu près tout. J'ai hâte de voir si Marchenko se fait échanger, à quel point ça va être énorme. Puis après ça, une petite acquisition de Alex Tuck, qui fait ses bagages pour Washington. Ça a coûté un choix de 3e ronde juste pour avoir cet échange-là où on signe Alex Tuck, qui allait être sur le marché des agents libres de toute façon. Il fit le moule incroyablement bien, Alex Tuck. Là, c'est le temps de voir si les deux Protas, les Miroshnikov de ce monde, Ethan Frank, Justin Sourdif aussi, sont capables, puis Ryan Leonard, évidemment, sont capables de se remettre un peu plus haut. Ovechkin va jouer sur un 3e trio cette année. Ça va être vraiment pas drôle à voir. La fin d'une era pour lui. Et une équipe qui aimerait revisiter un échange, c'est les Blackhawks de Chicago. Je veux dire, trader Boehm Byram pour voir juste le 4e au total, c'est beaucoup trop. Et t'en rajoute, je ne comprends pas ce move-là pour les Hawks, mais selon ce qui a été expliqué, puis on en a parlé hier, apparemment, on trouve que Boehm Byram est élite. Ce sera le premier défenseur. D'ailleurs, Boehm Byram qui voulait être le premier à Buffalo. OK. Puis il voulait stabiliser un peu ce corps défensif-là avec un nom établi. Je pense aussi les Hawks. Parce qu'ils ont... Stabiliser puis Bo Byram, je veux dire. Ouais, non, mais comme... tu comprends ce que je veux dire. Tu parles de l'âge comme que... Ouais. T'avais 6 défenseurs en dessous de 25 ans l'année passée, puis t'avais pas nécessairement un gars là-dedans qui était comme... Un petit peu plus le leader du pack. Là, Sam Rinzel, peut-être. Ça, c'est...
trop jeune, Alex Vlasic, qui fait 4,6. Bob Byron, d'ailleurs, cherche un contrat environ de 10 à 12. Là. Si ça arrive, cette ligue est juste diabolique. Ça serait tout qu'un travail de son agent aussi. Mais je comprends un peu l'idée des Hawks. Je pense juste qu'ils auraient pu avoir mieux pour ce qu'ils ont payé. Tellement. C'est juste ou payer moins. Si tu veux Bo Byram, donne pas le 4e. Ouais. T'as tellement de jeunes défenseurs, au pire des cas, tu peux en échanger un. Ou comme ton ami, il l'aime tellement pas, Artyom Levchunov. Tu l'envoies là-bas. Mais tu sais, un gars comme tu t'échanges peut-être pas Vlasic ni Rinzel là, mais Korchinski. Crevier, en passant, il va très bien fitter le moule. Crevier à Buffalo, encore une ligne bleue qui s'est passée, là, ça va être... c'est l'enfer. Ouais, difficile à affronter quand même. Puis c'est un gars qui peut faire un défenseur de deuxième paire. Même. Et dans ce temps-là, les Pingouins qui ont fait une acquisition à Hendrix Lapierre. Ouais, au final, en parenthèse aussi avec les Caps, ils ont laissé partir ce joueur-là. Ils ont eu avec un raison. 3e puis un 5e. Je pense. C'est un gagnant-gagnant pour les deux équipes. Aussi. Parce que, tu sais, Hendrix Lapierre, on en a parlé tantôt, jouait pas nécessairement. Encore, pour moi, je suis très content. Je pense que c'est un autre move réfléchi de la part de Dubas. A vu que les Caps étaient actifs, qui faisaient des moves, puis a reconnu peut-être qu'un gars comme Lapierre était un peu laissé pour compte là-dedans. Puis sous-utilisé, il jouait juste 9 minutes, même un peu en dessous la saison passée. Pour moi, ça rentre dans la même lignée que Chinakov. Là. C'est un joueur sous-utilisé, un choix de première ronde qui est encore très jeune puis qui peut aider les Pingouins à long terme. Probablement pas un gars qui va devenir super élite, mais ça reste que si t'es les Pingouins présentement, tu veux garder tes atouts parce que le marché n'est pas bon. Tu n'as pas des bons retours pour ce que tu donnes. Puis tu veux aller chercher des joueurs de cette tranche d'âge-là avec du talent, avec du potentiel. Puis selon toi, Pierre, c'est ça. Il va fitter où? 3e trio, peut-être? Un centre de 3e? Je soupçonne qu'il va se passer quelque chose avec Novak. Comme je pense que Novak va peut-être partir. Là. Je serais... Ouais. T'es pas content de ça, je sais. Je sais pas trop quoi en penser parce que je l'aimais beaucoup en saison régulière. Très bon distributeur de rondelles. C'est un joueur intelligent aussi. Puis il peut un peu capable de s'adapter au jeu de ses coéquipiers aussi. Fait que oui, j'aime quand même Tommy Novak, mais en série, il n'a pas performé. Fait que je me dis, je sais pas, si ça se produit, je serai certainement pas. Je vais pas grimper dans les rideaux non plus. Je pense pas que je serais trop heureux de ça, mais ce serait comme un bien pour un mal, peut-être. Donner un spot à Lapierre puis une chance de percer. Pire, Tommy Novak peut jouer à gauche. Hein? C'est ça. Si c'est ça qui se passe, ça sera ça. Mais je voudrais pas qu'aucun de ces deux-là se ramasse sur un 4e parce que c'est pas leur place. Ben, t'as déjà un 4e qui est déjà soudé à Pittsburgh. T'as Dewar puis il y a Chari aussi, c'est ça? Qui vont peut-être... en tout cas, Chari, je pense que ce sera probablement terminé. Là. Okay. Dewar devrait rester. J'espère. Mais Lizotte, c'est ton centre de 4e trio pour l'avenir, je pense. Là, ils viennent de le signer aussi, fait que je voudrais pas qu'un de ces gars-là... je pense que c'est pas leur place, là, le 4e trio. Ils ont besoin d'une opportunité. Là, ben lui aussi, Hendrix a besoin d'une opportunité. Fait que, à voir si tout ça sera bien, mais ça sera bien sûr l'an prochain. Pour moi, c'est un des meilleurs comme bang for your buck de la période des agents libres. Parce que je trouve que tout coûte trop cher. Vraiment. Ça, pour moi, c'est un deal où les dépenses sont raisonnables. Je suis d'accord. J'ai hâte de voir aussi plusieurs joueurs qui sont encore sur le marché. Dylan Larkin, on dit qu'il y aura un échange avant le repêchage. Elias Pettersson, à voir. J'aimerais... ça se peut que tu le prennes mal. J'aimerais que Montréal essaye.
avec un 20% de retenue, un contrat qui approche le 9 millions, je serais vraiment correct à l'idée qu'il y ait une deuxième chance sur un deuxième trio avec Ivan Demidov et Alex Newhook peut-être, ou quelque chose du genre, pour peut-être ramener sa carrière du bon côté, parce que c'est un joueur avec énormément de talent. Les gens, je pense, qui ont déjà abandonné sur Elias Pettersson, sans penser qu'il est encore jeune. Il a 26 ans, Elias Pettersson. Il fit très bien avec l'idée que le Canadien est jeune et a beaucoup de talent aussi. Puis à 9 millions, possiblement 80 points, je le prends n'importe quoi. Ça fait longtemps du sang suédois à Montréal aussi. Quand même. N'est-ce pas? Eric Gustafsson était le dernier. Ben ouais. Ça date, là. Oh, non. Du Suédois. Mais tu sais, un bon, là. Vrai, un vrai. Pas juste un bon, un vrai. Et je sais même pas. Geldalin. Naslund, ça fait un bail. Seigneur, ça fait trop longtemps. Mais je parlerai pas de Suédois. Ça serait intéressant, mais je sais pas. Peut-être que Kent Hughes a quelque chose dans sa poche. D'ailleurs, on va parler du repêchage. Je ne parlerai pas d'aucun Suédois dans le repêchage. Mais je vais parler de un gars qui, selon moi, est surcoté, puis un qui est sous-coté pour le repêchage. Bon, pour vous à la maison, repêchage qui est déjà en train de se passer. Fait que on n'en parlerait pas trop longtemps, mais Ethan Belchetz, Phil, selon moi, excessivement surcoté. Au classement, on le met à l'entour de 10 à 15. Pourquoi? Parce que c'est un grand bonhomme de 6 pieds 5, 229 livres. 59 points en 57 matchs l'an dernier avec Windsor dans la Ligue ontarienne. C'est encore une fois une idée de voir si le gabarit en vaut la peine. C'est un joueur, vite fait, c'est un joueur qui est juste énorme, a de bonnes mains, mais n'est pas nécessairement agile et ou rapide sur la glace. Il est juste un énorme intimidateur sur patin. Puis dans une ligue junior, c'est pas facile de loger, même dans du senior, pas facile de loger un gaillard de 6 pieds 5, 229 livres. L'affaire, c'est que la Ligue nationale, c'est beaucoup plus rapide que c'est robuste. Fait que pour gravir cette échelle-là, il va falloir énormément de répétitions sur patin pour qu'il soit capable de au moins être sur le même niveau que les joueurs les plus lents de cette ligue. On passe notamment à des Protas, à des Tuck qui ont une bonne rapidité pour quelqu'un de sa taille. Puis je pense qu'on va juste passer par-dessus l'idée qu'il n'est pas nécessairement bon sur patin parce qu'il est gros et a peut-être du potentiel. Fait que pour moi, il est excessivement surcoté. Je le mettrais plus vers la fin de la première s'il y a quelque chose entre 25 et 32. Parce que si on pense j'ai été voir les anciens repêchages, puis la meilleure comparaison que j'ai trouvée, c'est en 2024 avec Eric Smateko. Je sais pas si tu te souviens d'Eric Smateko, de la GMQ, le grand laiton. Puis lui, il évoluait avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Avait presque un point par match aussi. C'est un choix des Caps. C'est un choix des Caps. Choix de troisième ronde, Phil. C'est le même profil-ish. Une meilleure production offensive du côté d'Ethan Belchetz, mais c'est le même profil, même qu'Eric Smateko est plus grand et plus gros. Puis ça, c'est 2 rondes plus tard. Je me dis, je pense pas que ça en vaut la peine. C'est lui que je trouve qui est présentement surcoté. Allons voir si quelqu'un prend une chance. Puis peut-être que j'aurais tort. Une énorme pente descendante pour Eric Smateko. Il a joué un peu dans la Ligue américaine. On peut passer à autre chose, c'est pas fort. Honnêtement, il m'avait impressionné au championnat junior. Vraiment. C'est un train, mais encore là, c'est du junior. C'est pas la même chose à la Ligue américaine, c'est pas fort. C'est tellement difficile de savoir, de pouvoir mettre le doigt. C'est un talent. On l'oublie des fois, mais la job de recruteur, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que c'est facile. Des fois, ils disent lightning in a bottle. Là. Des fois, tu penses que tu vas pouvoir aller dénicher une perle rare, puis dans un moment, il peut avoir quelque chose de très excitant puis de très convaincant, mais c'est rapide à s'écrouler. Oui, non, je suis 100% d'accord. Puis c'est drôle, c'est tout le temps plaisant quand il y en a un qui l'a, puis les autres l'ont pas. On peut penser à Sider ou même plus récemment à Seneca, qui aurait cru que Beckett Seneca allait faire presque un point par match cette année dans la Ligue nationale. Personne. Tout le monde était vraiment haut sur Demidov et Schaefer, évidemment, mais Beckett Seneca,
Faire attention, il faut le surveiller, le jeune joueur des Ducks. Sous-côté, pour moi, Phil, je pense que si tu regardais les championnats juniors, tu vas être d'accord avec moi. Tomáš Šrenko, le Slovaque. Tomáš Šrenko, là, c'est un joueur qui... Ouais, projeté où, lui? Projeté milieu de deuxième ronde. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'il n'a pas le 6 à côté de sa taille. Il a un 5 et un 11 qui le suit, qui est d'ailleurs qu'un pouce de différence avec un joueur de 6 pieds. Un gros pouce. On dirait que le pouce en 5 pieds 10 et 5 pieds 11, il n'est pas pareil que le pouce en 5 pieds 11 puis 6 pieds. Non, c'est la même chose, Phil. Puis c'est... Écoute... les pauvres hommes de 5 pieds 11. Les pauvres hommes de 5 pieds 11 de ce monde. Puis, vite fait, à l'exception de Michael Hage, Ivar Stenberg et Viggo Bjork, pour moi, Tomáš Šrenko était le meilleur joueur au championnat mondial junior. Michael Hage, je vous rappelle, 21e choix au total. Bon. Ivar Stenberg va être le 2e choix au total. Puis Viggo Bjork, dans le top 10 aussi, il gravit vite les échelons, d'ailleurs, Viggo Bjork. Et c'est un joueur exceptionnel, c'est un excellent fabricant de jeu, un gars qui va toujours être à la bonne place sur la patinoire. Puis c'est quelqu'un qui... C'est un centre né pour... C'est de la vision de jeu, c'est juste du jeu simple, c'est un bon back-check. Puis il a énormément de talent. Il joue dans une ligue, il joue déjà chez les hommes en Slovaquie. Il a 31 points en 44 matchs. Je ne comprends pas pourquoi ce serait un gars que tu vois si tard dans ce repêchage-là. Bon, oui, notez, la Ligue d'hommes en Slovaquie n'est pas la même que celle en Russie, en Finlande, ni en Suède, mais on parle d'une Ligue d'hommes. C'est des pros, c'est des joueurs professionnels qui vont en Slovaquie. Des gars comme Jake Virtanen, par hasard, qui joue là au moment où on se parle. Je vous rappelle, Jake Virtanen, c'est un choix top 10 dans la Ligue nationale de hockey. Pas que ça n'a aucun rapport. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais rajouter. Là. On s'en fout là où t'es choisi. Jake Virtanen, choix des Canucks de Vancouver. Bref, pour moi, Tomáš Šrenko est dans le top 20. À voir si quelqu'un dans la Ligue aura la même opinion que moi là-dessus. Mais énormément de talent cette année. Fait que j'ai bien hâte de voir, à part le numéro 1 puis le numéro 2, là, ça se corse tellement de différents mock drafts un peu partout. D'ailleurs, il faut que je le fasse, le mien, avant demain. Le top 2 me rappelle un peu 2023. Comme, je sais pas, c'est un peu même le même concept de Bédard qui est une super machine dans les juniors de production. C'est le cousin aussi de Gavin qui est drôle. Oui. Une production quasi instoppable. Puis en deuxième, tu as un peu ce Suédois-là, plus centre responsable, 200 sa patinoire. Un peu la même idée que Bédard Carlson, jadis. Yeah. Si t'inverses les rôles, c'est exactement ça. Parce que, tu sais, t'as Stenberg qui joue à gauche. Ben, Gavin, pas vraiment un centre, là. Mais bon, je sais pas. J'assume qu'on va le mettre à l'aile à Toronto. S'il est même repêché là, j'assume que oui. Mais c'est ce que j'avais pour vous de repêchage. Soyez l'affût de ça, c'est toujours plaisant le repêchage. Puis si je veux pousser cette réflexion-là un peu plus loin, j'ai l'impression que Gavin, pour moi, c'est un peu le même. J'entrevois un peu le même parcours que Bédard. Comme je pense que peut-être les premières années vont être un petit peu plus quiet. Vrai? Oui, à Toronto? Ça va être plus facile que Bédard s'inscrire au pointage. Ouais, mais c'est juste que pour moi, il va falloir que ce kid-là se développe l'éthique de travail d'un pro. OK. Parce que Bédard est né avec ça. Moi, Bédard, là, il l'a toujours eu. Puis McKenna, juste de l'avoir vu aux juniors, puis tu sais, on les a tous vus les highlights aussi dans ces matchs juniors de ligue. C'est du sérieux talent. Mais tu sais, pour l'avoir observé un peu avec Équipe Canada, je trouvais que peut-être des fois, il traînait de la patte un peu. Puis juste, et pourtant, 15 points. Oui, justement. Mais comme il va devoir, d'après moi, manger ses croûtes un peu, puis c'est ça, juste développer un peu la mentalité du professionnel. Je pense que c'est peut-être ça qui va le ralentir les premières années de sa carrière, mais j'ai espoir que ce gars-là va devenir quelque chose de très, très sérieux. Ouais. J'ai hâte de voir. J'espère que la discipline va être là dans son cas, parce que c'est la seule chose qui lui manque, je pense. C'est pas le talent. C'est pas le talent qui manque, ça, c'est 100% sûr. Il a explosé aussi dans la deuxième moitié de saison du côté
circuit collégial américain, là, c'était exceptionnel. Fini avec 51 points en tant que joueur de 17 ans dans le circuit collégial. Ça fait aucun sens. Phil, c'est le temps de passer entre segments sporadiques pour aujourd'hui. Bon, pour toi, j'en ai parlé hier à l'émission, mais je vais en reparler parce que je trouve que ça en vaut la peine. Les athlètes olympiques vont maintenant recevoir 10 000 $ chacun pour leur participation aux Jeux olympiques. L'explication est assez claire et 100% logique d'ailleurs. Je ne le sais pas parce que j'ai jamais été, mais en tant qu'athlète, apparemment, tu vas souvent aux Jeux olympiques en dette. Tu es endetté lorsque tu vas aux Jeux olympiques parce que bon, ta préparation, tu as besoin d'entraîneurs, tu as besoin d'être encadré, puis ça, ça coûte de l'argent. Surtout les athlètes qui participent dans des disciplines un peu moins médiatisées, un peu moins big, là. Puis peut-être qu'ils viennent de nations aussi où il n'y a pas nécessairement des gros fonds qui sont débloqués. C'est réel. Puis cette initiative-là a été lancée. Puis d'ailleurs, tous les athlètes qui étaient aux Jeux olympiques de cette année, ça va commencer à partir de ceux-là qui étaient cette année. Puis après ça, on va bouger. Il y a aussi l'idée que selon ce que j'ai lu, que c'est injuste parce que le système qui est en place présentement fait en sorte que seulement les athlètes médaillés sont récompensés par leur pays. Et donc, aux États-Unis, tu avais largement la plus grande cote d'argent comparativement à un pays un peu plus démuni qui ne peut peut-être pas donner autant que 50 000 $ américains à la personne qui ramène l'or aux États-Unis. Fait que déjà là, ce système-là, on ne l'aimait pas du côté du Comité international olympique. Et donc, on l'a changé. Et déjà là, comme ça a été mis en place, le 10 000, je vous annonce au moment où on se parle que on veut l'agrandir. On veut que ce soit 20 000 par athlète. Mais pour ça, il va falloir un petit peu plus d'argent dans le fonds de bourse pour que ça l'arrive. D'ailleurs, une règle qui est très plaisante, si les athlètes décident de délaisser cet argent-là, ça va être gardé dans le fond pour que certains athlètes qui peut-être en ont plus de besoin peuvent ramener cet argent-là aussi au fil des années. Tu sais, un athlète américain ou canadien, comme tu sais, Summer McIntosh, est-ce qu'elle a besoin du 10 000 $ donné à chaque athlète? Je pense qu'elle est correcte avec ses 45 partenariats. Puis c'est ça. Il y a des athlètes qui sont déjà à un certain niveau qui n'ont pas besoin de cet argent-là. Mais c'est plaisant. Fait que ça donne la chance aux athlètes qui sont peut-être un peu plus démunis d'arriver chez eux sans avoir de problèmes financiers ou quoi que ce soit. Parce qu'il faut l'avouer, ces athlètes-là sont aussi des êtres humains qui ont probablement un petit 9 à 5 aussi. Pas tous les athlètes qui ont des partenariats avec Gillette. Là, c'est ça qui arrive. Mais c'est ça mon sporadique pour vous aujourd'hui. Ça me rappelle un peu l'histoire de Maya Schwalinska à Roland-Garros. J'avais entendu parler un peu de... Il y avait des déboires financiers dans son cas aussi en arrivant au tournoi. Puis comme il se demandait comment elle allait payer son hôtel. Finalement, je pense que c'est le gouvernement polonais qui était venu l'aider justement avec ça. Donc, je pense plus qu'elle aura de trouble avec non, c'est ça. Mais même au tennis, qui est un sport assez reconnu quand même, là, si t'es pas dans le top 100 mondial, il faut que tu sois créatif pour suivre le tour puis bien gérer tes dépenses. Là, c'est pas évident. Donc, c'est une super bonne nouvelle, ça. Moi, c'est un peu l'envers de la médaille. Okay. C'est une suspension de 7 ans. Oh! Oui, 7 ans, oui, quand même. On a vu Krejcikova aussi suspendue pour une histoire semblable récemment au tennis, 4 ans. Mais là, ici, on est dans la course de longue distance. Kibiwot Kandie, qui est ancien détenteur du record du demi-marathon. Kenyan, oui. Ouais. Est suspendu pour... puis je vais en parler d'ailleurs du fait qu'il est Kenyan. Il est suspendu pour 7 ans récemment après avoir en fait refusé de se soumettre à un test antidopage et aussi fourni de faux documents pour se justifier. Donc là, ça, c'est là que c'est venu empirer un peu la donne pour lui. C'est...
l'AIU, donc l'unité d'intégrité de l'athlétisme, qui a mis la suspension en effet. C'est 2 infractions aux règles antidopage. D'abord, donc, ce refus de se soumettre à un test antidopage et ensuite les faux documents qui ont été fournis. Son record, là, anciennement, c'était 57 minutes 32 secondes au demi-marathon. Et n'avait pas couru depuis mars 2025, donc sa suspension va être rétroactive à partir de cette date-là. Mais quand même, 7 ans, il a 30 ans présentement, donc on s'imagine quand même à 37 ans, ce sera difficile d'effectuer peut-être un retour. C'est très sérieux, donc, dans son cas. Et en fait, ce qui s'est passé, là, je vous explique un peu les faits. Il a d'abord refusé de se soumettre à un test antidopage en prétextant qu'il avait eu une urgence ailleurs au pays, qu'il devait se rendre à 2 heures de là pour effectuer un paiement aux autorités qui menaçaient de fermer son site de construction. C'était le prétexte qu'il avait donné. En réalité, il y avait eu une discussion avec une infirmière, puis les documents réguliers avaient été trafiqués, tout ça. Seigneur. Et c'était tout à fait faux qu'il devait se rendre dans cette ville à l'extérieur. Il pouvait originalement avoir jusqu'à 8 ans de suspension. Il y en a eu 7 finalement parce qu'il a admis les faits par la suite. Donc, ça a réduit un petit peu le choc. Mais il en reste qui sera suspendu jusqu'au 13 mars 2032. Et malheureusement, c'est un cas qui n'est pas unique au Kenya. Depuis 2017, plus de 140 athlètes kenyans, principalement des coureurs de fond, qui ont été suspendus par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Et c'est plus que tout autre pays. Ouf, donc, j'espère. Un pays où malheureusement les cas de tricherie semblent un peu trop fréquents. Les meilleurs aussi, bizarrement, qui font ça, les Kenyans. C'est reconnu pour ce genre de... Wow, OK. De 140 depuis 2017. C'est intense quand même. Hein, il y a aussi... On dit aussi qu'il y a l'actuelle détentrice du record du monde du marathon chez les femmes, Ruth Chepngetich, qui est suspendue pour 3 ans. Depuis ce printemps, après un test positif à un diurétique. Donc, des athlètes de premier plan, malheureusement, qui sont pris dans des scandales de l'assaut. Des records qui sait, hein, était peut-être illégal. Il y a ça aussi. On ne sait pas. C'est ça qui est dommage, on ne saura jamais. C'est déjà arrivé qu'on contourne justement ces mesures-là. Lance Armstrong. Ouais, gars. Ça l'arrive. On en a parlé dans Armstrong d'ailleurs. C'est le temps pour nos 3 étoiles de la semaine maintenant. Question de bien terminer ce 7e épisode de la 2e saison. Phil, 3e étoile pour moi cette semaine. Patrice Bergeron, Carey Price, Pekka Rinne, Keith Kitchuk, Cindy Curley et Brian Burke qui ont été intronisés au Temple de la renommée du hockey cette semaine. Il y a beaucoup d'espace sur la marche du podium. Sont beaucoup. Non, mais mettons Price sur l'échelon puis toutes les autres à sa gauche. OK. Ouais. Comme ça, c'est correct. Okay. Wyndham Clark, Phil, qui est 2e dans mes 3 étoiles, gagne l'US Open côté golf. Ça va de soi. Et Léo Messi, qui est ma première étoile, devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 18 buts, le Léo Messi. Après 6 Coupes du Monde, c'est fou. À savoir Kylian Mbappé, vraiment pas loin, très jeune. Le record, selon moi, va être battu assez vite. Hein? Combien Kylian? Je pense qu'il y en a 14. C'est ça. Confirmé. Wow. Ouais. Puis c'est pas sa dernière. Il en reste au moins 2. Derrière moi, Messi est mieux d'en mettre une coupe d'autres. Selon ce qu'on voit, c'est le seul qui marque. Fait que je pense pas qu'il y a de problème. En tout cas, on verra. Mais félicitations, Messi. Ouais, exceptionnel. Lionel Messi. Moi, j'ai fait un top 3 Coupe du Monde. Le Canada déjà pour sa première qualification à la phase éliminatoire. Yes.
C'est très le fun de voir ça dans un pays qui, longtemps, n'était simplement pas pertinent dans le foot masculin et qui commence maintenant à rivaliser avec les meilleures nations du monde. Peut-être l'histoire la plus incroyable de cette Coupe du Monde, le Cap-Vert. Qui en était à sa première participation à la Coupe du Monde, toute première qualification, puis qui a été chercher 2 égalités. 2 nuls. Ouais, 2 nuls, puis vraiment durement achevé. Écoute, c'était l'Espagne, puis c'était l'autre formation. l'Uruguay. C'était l'Uruguay. Ah, oui. Ben, OK. Un 0-0, puis un 2-2. Quel effort de la part du Cap-Vert. T'as vu le gardien du Cap-Vert qui est comme à 50 millions d'abonnés? Oui. Il est monté de 7 000 à 50 millions. C'est excellent, ça. Attends, je vais aller voir s'il a monté encore. Non, mais on en a vu des performances de gardien de but dans cette Coupe du Monde. C'est tellement, moi, j'en reviens jamais. C'est tellement un grand filet à défendre. Je veux dire, t'es tellement petit dans cet environnement. Puis, juste, écoute, bombardé carrément. Puis, vraiment, la dernière ligne de défense pour une équipe qui est déjà repliée sur elle-même, qui essaie de parer les coups de son adversaire. Incroyable. Non, mais vraiment, Cap-Vert, chapeau pour cette performance honorable. Ils ont un match à jouer encore, je présume, probablement. Le Cap-Vert, oui. Okay, il y a plusieurs matchs encore à jouer. Donc, ils peuvent se qualifier aussi pour... C'est possible. Ouais. Peut-être. Je sais pas c'est qui l'autre dans le groupe. Je vais voir. Et en première étoile, j'ai aussi Lionel Messi. Ben oui, il faut. C'était un choix évident, un choix facile. Le Cap-Vert peut facilement se qualifier. Ah ouais? Il affronte l'Arabie Saoudite demain. Oh, wow! Puis l'Espagne affronte l'Uruguay. Ah, moi, je leur souhaite. Si l'Espagne remporte un match contre l'Uruguay puis le Cap-Vert fait match nul, le Cap-Vert gagne le groupe. Est deuxième du groupe. C'est insane. Yeah. Oh my God. Non. Il va pas gagner le groupe. Si l'Espagne perd contre l'Uruguay et le Cap-Vert remporte leur match contre l'Arabie Saoudite avec un meilleur différentiel, le Cap-Vert finit premier. Okay. Ça n'arrivera pas, mais ça serait vraiment drôle. Parce que ça a été la surprise, même en Coupe d'Afrique des Nations, ça a été la surprise de Cap-Vert. Mm-hmm. Puis là, la sélection pour la Coupe du Monde, wow, quelle Coupe du Monde incroyable. Il n'y a que 7 pays en passant qui ont gagné la Coupe du Monde dans l'histoire. Hein. C'est 7? Ouais. Je suis pas surpris. 7 nations seulement. Dont l'Uruguay, qui n'est plus autant compétitif. Mais bon, gagner une Coupe du Monde la première, ça finit là. C'est correct. C'est en tant que... 1934 puis 2026, c'est un petit peu différent. Whatever, ça l'arrive. Hey, c'est ce qui va terminer ce 7e épisode de la 2e saison de Dans les Gradins. Où l'épisode? Matt Cullen. Je pensais que t'allais l'oublier. Non, j'oublierai jamais. Je les oublie quand c'est pas des joueurs importants. Quand c'est des champions de la Coupe avec les Pingouins, je les oublie pas. C'est ça. Repêchage qui est pour vous le soir même où on s'écoute, bien sûr, la Coupe du Monde. Tellement de choses à écouter côté sport. On va certainement en parler dès la semaine prochaine de tout ce qui s'est passé durant la fin de semaine. Je rappelle que vous pouvez nous réécouter côté Spotify et Apple Podcast. Nous, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Bon match. Une production de Podcast NB.